Et c'est là, et c'est à ce moment-là, que la question de la mémoire est devenue une question d'histoire, tout simplement, un objet d'histoire. C'est-à-dire qu'il fallait bien réfléchir à cela, il fallait bien essayer de relever ce défi nouveau, hein, dans les sociétés qui ne touchent pas simplement la France, d'ailleurs. Hein, c'est un problème qui, j'allais presque dire, c'est un problème mondial. Problème mondial parce que le récit historique partout, c'est non plus celui qui valorise un récit héroïque de vainqueurs, qui fabrique l'histoire, des acteurs vainqueurs qui fabriquent l'histoire, mais le récit qui domine aujourd'hui, c'est le récit compassionnel des victimes. C'est-à-dire que c'est les victimes qui sont plus importants que les héros, que ceux qui fabriquent l'histoire. Mais ça, c'est un phénomène mondial, dans toutes les sociétés maintenant, où on assiste précisément à la valorisation du récit compassionnel à l'égard des victimes, plutôt que du récit héroïque de valorisation de la nation. Mais ça, c'est partout pareil. C'est pas un trait spécifiquement, c'est pas une singularité française, c'est un phénomène qui touche énormément de pays, de nations, de récits, etc. Alors, dans ce défi à relever dans le rapport entre histoire et mémoire, et donc de la mémoire devenant comme un objet particulier d'histoire, bien sûr qu'il y a des séquences particulières. C'est-à-dire que l'objet mémoire devenant histoire, il y a à l'intérieur de cet objet des séquences d'histoire. Alors le génocide juif pendant la Seconde Guerre mondiale est devenu précisément cet objet de démarrage de mémoire dans les années 70-80, jusqu'au discours du président de la République Jacques Chirac, jusqu'au discours du Veldiv, reconnaissant par l'État français la déportation des Juifs de France. C'est le discours charnière de 1995 qui officialise quelque part le fait que l'État français reconnaît sa responsabilité dans la détresse, la douleur, les blessures d'une minorité appartenant à l'histoire de la nation française. Mais ce faisant, bien sûr, il y a une porte ouverte à d'autres mémoires blessées, et notamment celle qui concerne ce qu'on a appelé la traite et l'esclavage, c'est-à-dire la question noire, la question de la traite et la question de l'esclavage. Et en particulier, à partir de 1998, 2000, 2001, les manifestations autour de ces questions-là ont été très nombreuses, et l'État français a créé une journée nationale de commémoration autour de la question de l'esclavage, et ça a été inauguré le 10 mai 2001. Hein, c'est cette fameuse reconnaissance de la question de l'esclavage et de la traite dans l'histoire intérieure française qui n'avait jamais été effectivement pris en compte jusqu'à présent. Et le troisième objet de mémoire blessée, de problème, etc., c'est la question coloniale au sens large, et pas simplement traitée à partir de la question de l'esclavage. Et dans la question coloniale, et comme nichée au cœur de cette question, la question singulière, dure et particulière de la guerre d'Algérie. Et c'est ainsi que la guerre d'Algérie est revenue, à travers, disons, tout ce parcours que j'ai essayé de dire, de récapituler devant vous, comme, disons, la partie la plus sensible, la plus difficile, la plus compliquée, parce que concernant des millions de personnes dans la société française, à l'intérieur de la société française. Des millions parce que il y a bien sûr les immigrés algériens, leurs enfants, bien sûr les harkis, ceux qui ont été des forces supplétives combattantes aux côtés de l'armée française, mais également des groupes de mémoire très forts, très importants, les Européens d'Algérie, les Pieds Noirs, 1 million, qui ont quitté l'Algérie en 1962, et puis enfin le groupe le plus important, c'est-à-dire les soldats, c'est-à-dire ceux qui ont été en Algérie, qui avaient 20 ans. Plus d'1,5 million de jeunes Français sont allés en Algérie, certains sont restés 12 mois, 15 mois, 20 mois, 30 mois pour certains, ce qui est énorme, ce qui est considérable, le traumatisme est très fort, et toutes ces mémoires blessées additionnées à l'intérieur de la société française, avec d'autres mémoires bien sûr, hein, qui sont moins importantes sur le plan numérique, mais qui ont été touchées par la guerre d'Algérie, les porteurs de valises, les gens engagés pour l'Algérie française, les militants politiques, les syndicalistes, tout ce qu'on voudra, enfin ça fait beaucoup de monde touché dans la société française par cette histoire singulière, histoire qui n'avait pas, semble-t-il, été prise en compte suffisamment par l'appareil d'État, hein, depuis environ 30 ans, 40 ans, et donc la mémoire, et dans la mesure où elle n'est pas prise en compte, elle revient encore plus fortement, elle revient de manière, disons que c'est l'effet pervers, l'effet retour de la mémoire qui devient très très fort et qui envahit la société française. Le point culminant,
de ce retour de mémoire autour de cette question, ça a été les polémiques en 2005 sur la loi portant sur la colonisation française. C'est-à-dire que les lois mémorielles portant sur le génocide juif nazi, organisé par les nazis de 1990, là, ce qu'on appelle la loi Guesso, n'avaient pas posé de questions, c'est-à-dire que réprimant ceux qui étaient des négationnistes, la loi sur l'esclavage n'avait pas posé de questions, de condamnation, celle sur les Arméniens de 2002 n'avait pas posé de questions. Donc toutes ces lois mémorielles, comme on dit, étaient passées à l'Assemblée nationale, avaient été adoptées à l'Assemblée nationale. Arrivée en 2005, la loi reconnaissant les mérites positifs de la colonisation française, elle, a soulevé, bien sûr, une tempête et des polémiques, jusqu'à remettre en question le principe même de la loi mémorielle, c'est-à-dire d'une interrogation générale sur le principe de ce qu'on a appelé les lois mémorielles, mais ça, bon, c'est encore une autre discussion, un autre tiroir qu'on ouvre, parce que quand on ouvre un tiroir, il y a beaucoup d'autres qui lui s'ouvrent derrière. Donc l'année 2005 a été un peu l'année d'apogée de cette confrontation autour de ce passé-là, et tout le monde sait que sur la loi de 2005, bien sûr, c'est naturellement la question de la guerre d'Algérie qui est au cœur de cette loi. Car cette loi vise essentiellement ce qu'on appelle les gens qui ont habité en Afrique du Nord et qui ont combattu en Afrique du Nord. Or, tout le monde sait que c'est naturellement en Algérie que le nombre d'Européens était le plus nombreux, c'est en Algérie que le nombre de soldats était le plus nombreux, c'est en Algérie que les harkis, etc., etc., etc. Donc, derrière la formule de l'Afrique du Nord, générale, se dissimulait bien sûr un problème de fond qui était le problème de l'Algérie française, pour aller vite et rapidement. Et donc la passion, ce qu'on a appelé la guerre des mémoires, s'est naturellement étendue autour de ce problème-là. Vous le savez, donc l'article 4 de cette loi a été abrogé ensuite en 2006 par Jacques Chirac, qui a donc cet article 4 qui disait précisément qu'il y a eu une colonisation française positive. Donc ça a été abrogé. Donc on est par conséquent dans une situation où il n'y a pas de consensus entre les mémoires sur cet événement particulier. C'est-à-dire que sur les autres épisodes de l'histoire française, grosso modo, un consensus, même dans la difficulté, même dans la douleur, un consensus autour de la question, disons par exemple du génocide juif, autour de la question de l'esclavage, autour de la question des Arméniens, enfin de toutes les graves questions auxquelles la France à un moment donné a pu être confrontée, il y a eu la réalisation d'un consensus favorisant l'intégration de mémoires blessées à l'intérieur d'un récit républicain, valorisant, disons, la France, la République, et permettant d'intégrer les blessures de chacun. Sur la question coloniale et particulièrement algérienne, ce consensus n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consensus. C'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, de la France et de l'Algérie, les visions, les rapports à cette histoire sont diamétralement opposés et restent diamétralement opposés, puisque les Algériens considèrent que la conquête de l'Algérie a été terrible, elle les a dépossédés sur le plan foncier, elle a conduit à la destruction, disons, de familles entières, et ce que les Algériens, de l'autre côté de la Méditerranée, appellent la nuit coloniale. C'est le titre d'ailleurs d'un ouvrage de Ferhat Abbas, qui était un des leaders nationalistes algériens, qui n'était pas le plus radical d'ailleurs, c'était loin s'en faut. Et puis de l'autre côté, en France, beaucoup de cercles, beaucoup de gens considèrent que non, la France a quand même apporté les routes, des hôpitaux, l'hygiène, la médecine, etc., etc. Donc les rapports à l'écriture de l'histoire sont totalement contradictoires. Ce sont des rapports opposés. Tant et si bien que l'année prochaine, pour 2012, 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, c'est l'année prochaine, il n'y a absolument aucune initiative commune qui est préparée. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'initiative 50 ans après, c'est un demi-siècle plus tard. D'un côté comme de l'autre de la Méditerranée, les rapports sur la question de la mémoire et de l'histoire sont inexistants. Je parle des rapports d'État à État, à l'écriture de l'histoire, bien entendu. Ce qui ne signifie pas, bien entendu, qu'il n'y ait pas de rapport personnel d'historiens français, d'historiens algériens qui font des livres ensemble, etc. C'est pas ça, bien sûr, le problème. Tout le monde a compris qu'il n'y a pas
de commémoration commune, il n'y a pas de récit commun possible, par exemple, sur le modèle du manuel scolaire franco-allemand, tel qu'il avait été élaboré il y a quelques années. Vous avez effectivement une histoire qui est faite en commun entre les Français et les Allemands à travers le récit de trois guerres, de 1870, 1914, 1940, etc. Il n'y a pas d'élaboration, il n'y a pas de projet commun sur cette séquence d'histoire et qui traite particulièrement de la guerre d'Algérie. Et en France, pour en rester ici en France, parce qu'on ne pourra pas aborder toutes les questions, y compris du côté algérien, mais en France même, il n'y a pas de consensus des mémoires autour de la question de la guerre, et de l'Algérie et de la colonisation en général. Il n'y a pas de consensus. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants issus des immigrations postcoloniales considèrent que la colonisation n'a pas été du tout un bienfait, donc ils sont absolument opposés au récit positif de la colonisation, alors qu'il y a d'autres groupes, d'autres communautés, d'autres personnes qui considèrent au contraire que la colonisation a pu être positive. Et ça existe en France. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement dans les rapports entre la France et l'Algérie, mais ça existe en France. Donc il y a une mémoire, par conséquent, compliquée, difficile, qui n'arrive pas à trouver les points de passage, qui n'arrive pas à trouver des consensus, des rassemblements mémoriels, de sorte qu'on est dans une situation figée, de séparation des mémoires, sur un même événement historique, qui est un événement historique considérable, en particulier celui de la guerre d'Algérie. Donc c'est très difficile, par exemple, de fabriquer des récits communs, de faire des livres en commun, des films en commun, des documentaires en commun, parce que les récits ne sont pas les mêmes, parce que les rapports ne sont pas les mêmes, parce qu'il y a la non-reconnaissance de ce qu'il y a du point de vue français, de ce qui a pu être fait en Algérie, notamment pendant la guerre d'Algérie sur le problème des exactions. Il n'y a aucune reconnaissance du côté français. Et du côté algérien, il n'y a absolument aucune reconnaissance des exactions qui ont pu être commises, notamment sur la question des harkis, donc qui est quand même une question très importante. Il n'y a pas de reconnaissance non plus du côté algérien, sans vouloir renvoyer dos à dos, bien sûr, mais d'un côté comme de l'autre, aujourd'hui, en 2010-2011, les positions sont figées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compromis possible. Alors, moi je terminerai en disant que, dans le fond, on avait jusqu'à présent un récit commode, un récit rassurant, national, qui nous permettait quand même d'avoir des pratiques de citoyenneté sur une histoire partagée, une histoire commune, une histoire partagée. Un des grands défis à relever dans le XXIe siècle précisément, c'est précisément de retrouver le récit partagé, c'est-à-dire le récit commun. C'est-à-dire comment faire en sorte de mettre à nouveau en circulation des passerelles et en reconnaissant les torts de chacun, parce que aussi ça existe, pour commencer précisément à aller vers l'autre. Bon, c'est une situation très très difficile, parce que dans les séparations de mémoire et dans les guerres de mémoire, il y a aussi tout un aspect naturellement très politique. Ce sont des aspects très politiques, portés par des partis politiques, des hommes politiques, etc. L'histoire est un enjeu et reste un enjeu politique. Ce n'est pas simplement un enjeu académique, abstrait. Chaque récit d'histoire, chaque débat d'histoire, notamment en France, qui est la terre d'excellence du politique, où tout le monde est très averti sur le plan politique, à cause de toute une série de facteurs, de toute une série de raisons. Terre d'excellence du politique, ça signifie terre d'excellence de l'histoire, tout simplement. Et donc, à partir de ce moment-là, le problème de la formation des enseignants d'histoire autour d'un nouveau récit républicain qui puisse réintégrer l'ensemble de ces groupes, de ces facteurs, est tout à fait fondamental. Mais pour faire cela, il faut identifier ces groupes, leur redonner précisément la parole, le respect, etc. Les anciens soldats français d'Algérie, naturellement les immigrés algériens en France, qui ont beaucoup souffert de cette histoire, toute une série de groupes, il faut déjà les identifier. Alors il y a toute une série de mesures qui ont commencé à être prises en France quand même, de ces dernières années, mais quand même le travail a été assez lent, et dans la lenteur de ce travail sont venus s'incruster les ressentiments, les ruminations, etc., etc. C'est tout ce défi-là qu'on doit relever dans les rapports entre mémoire et histoire. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Benjamin, pour cet éclairage. Alors, j'ai envie simplement peut-être de pointer 2-3 éléments qui me semblent tout à fait importants. Ça ne veut pas dire que le reste ne l'est pas. Première chose, au début, on est sur une histoire qui est mise au service, je dirais, de la construction de ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble sous l'égide de la République. Donc l'histoire devient un facteur de légitimation d'un système, d'un régime qui est né par opposition à la monarchie, et là on assiste à deux courants, le courant qui reste attaché, le courant nostalgique qui reste attaché à la monarchie, et puis le courant républicain. Le courant républicain va s'incarner notamment dans un récit historique diffusé par les manuels scolaires. Arrivent les années 70-80, les clivages qui commencent à se faire sentir et apparaître au niveau de la société française vont trouver leurs échos au niveau de la construction du récit historique. Troisième élément clé, comment donc les différentes mémoires s'invitent justement, émergent, et là on est dans la période qui va commencer à partir des années 90, et ces débats, ces clivages, qui sont aussi, je dirais, une donnée matérielle d'évolution de la société française, vont trouver de nouveau un écho dans le débat sur comment écrire l'histoire, comment assumer l'histoire, et comment, la conclusion qui me semble la plus importante, c'est comment, justement, comme le dit si bien Benjamin, comment fabriquer, construire un nouveau discours historique, un nouveau récit qui permet donc de fabriquer du consensus entre des personnes avec des mémoires historiques différentes. Merci donc pour vos interventions brèves, comme je le demandais au début de cette conférence, pour que le maximum de participants puissent s'exprimer, prendre la parole. C'est à vous. Glisser le bouton. Merci. Est-ce que l'histoire peut être mise au service de l'économie et le discours historique peut-il être fabriqué en fonction de ce but? Moi j'ai un exemple, j'ai été intéressé à une ferme dans l'Yonne et elle m'avait été présentée comme une ferme entourée d'eau. Or en fait les murs portaient des meurtrières et l'entourage d'eau c'était je ne trouve plus le terme. Maison forte. Oui, c'était une maison forte. Bon, il est certain que j'ai pu remonter la généalogie des seigneurs qui y avaient habité jusqu'au XIIe siècle, et je butais sur le passage de Duguay-Clin au moment des grandes compagnies. Et là, au point de vue économique, les retombées, c'est si on pouvait produire un document prouvant le passage de Duguay-Clin, il est certain qu'elle avait une toute autre valeur. Donc, peut-on fabriquer l'histoire en fonction d'un but économique? On peut prendre peut-être 2 autres questions, s'il y en a. J'ai vu quelqu'un... Je voudrais savoir, excusez-moi, s'il y a un rapport justement avec l'actualité en ce moment, parce que vous nous rappelez tout ça, mais c'est déjà du passé. Et maintenant, il y a de l'actualité qui brûle un peu partout dans la Méditerranée. Troisième question. Oui, c'est une question où vous parlez de l'histoire faite par les hommes. Je pense que vous avez oublié les femmes. Parce que moi, j'ai le souvenir qu'en classe, je ne sais plus après quelle révolution, 1848, je crois, la maîtresse nous parlait avec beaucoup